Ils ont frôlé la mort, failli perdre des parties de leur corps, mais ils sont revenus grâce à leur mental et ils sont devenus des légendes de leur sport. Embarquez avec nous. Aujourd'hui, on te raconte 3 histoires de sportifs quasi inconnus. Je crois que, enfin, à part peut-être la dernière, mais sinon c'est assez inconnu. Donc, on y va tout de suite. Et on part pour 3 histoires de sportifs qui auraient pu tourner bien différemment. L'histoire numéro 1, c'est celle de Dick Williams. Alors Richard Norris Williams, il naît le 19 janvier 1891 à Genève, en Suisse. C'est le fils de Charles Dwayne Williams, un avocat qui est aussi très passionné de tennis. Alors ouais, quand on parle de tennis, le nom Williams revient souvent, mais là, pour le coup, il n'y a aucun lien de parenté avec les sœurs Williams. Voilà, juste pour suivre. Bref, le petit Richard qu'on va ici appeler Dick, parce que je sais pas pourquoi les Richard, leur surnom c'est Dick à chaque fois, donc là, on va l'appeler Dick. Donc le petit Dick suit tout naturellement les passions de son père, puisque dès l'âge de 12 ans, il se met au tennis de manière assez assidue. Et comme ça, petit à petit, il commence à baigner dans un environnement sportif. Mais alors, pour le coup, en 1890, le tennis, le sport, c'est bien. Le plus important, c'est les diplômes. Il est dans une famille d'avocats, donc le gars, bien sûr que oui, qui va faire les plus gros diplômes de la Terre. Il faut y aller. Et notamment, là, pour le coup, il est admis à Harvard. Donc là, on a fait un jump. On est en 1912. Le gars a 21 ans. Il est admis à Harvard. Rien ne pourrait mieux aller pour lui. Alors en 1912, pour le coup, il n'y a pas d'avion. Si tu veux aller à Harvard aux États-Unis en étant en Suisse, il faut prendre un bateau depuis la France. Et ça tombe bien, puisque en France, en 1912, quand tu es riche, il y a un bateau qui fait un peu le buzz à ce moment-là, qui va passer pour partir directement direction les États-Unis après. Donc là, pour le coup, c'est le moment de taper peut-être ta meilleure croisière, de taper 9-10 jours là comme ça de petits bateaux, tranquillou pépouze quoi. Ce bateau, ce paquebot de croisière, vous le connaissez tous puisqu'il s'agit du Titanic en avril 1912 qui passe en France, prendre des passagers et partir directement vers les États-Unis. Donc Dick et le padré, ils prennent leur petit sac à dos, ils partent de Suisse pour aller à Cherbourg en France pour choper le plus gros bateau, le plus gros buzz du moment. Là vraiment c'est une dinguerie. Ils montent dans le bateau part et l'histoire on la connaît, bien sûr ça va absolument pas se passer comme c'était prévu au départ et ça va être vraiment difficile. Eux ils sont là en train de taper leur meilleur festin avec le capitaine du bateau à leur table et dans quelques heures le destin va leur faire une très désagréable surprise. Le soir du 14 avril 1912, Dick et son père sont réveillés par un bruit assourdissant dans le bateau. Ils remarquent que les moteurs sont éteints et qu'il y a une atmosphère très pesante dans le bateau. Le voyage en première classe vers le rêve sûrement de Richard et son père vire au drame. Et alors, petite anecdote, Dick il est comme ça en panique dans les couloirs du Titanic et là il entend une femme frapper à une porte de chambre, sûrement elle est coincée dans sa chambre visiblement. Et Dick il vient à son secours et il éclate la porte pour pouvoir la laisser sortir. Et alors il a fait ça sous les yeux d'un employé de la White Star Line qui s'est empressé de l'engueuler, lui dire qu'il allait devoir payer pour les dégâts, etc. Exactement un peu comme on voit dans le film Titanic, il y a un moment où Leonardo DiCaprio il pète une porte et les mecs sont en mode « Ah vous allez devoir payer pour ça ». C'est peut-être un petit clin d'œil. Bref, le paquebot est en train de vivre ses derniers instants et Dick et son père sont vraiment projetés dans l'océan glacial pour le coup. Le bateau coule et je sais pas si vous voyez un petit peu les très grosses cheminées comme ça, et bien elles se mettent à s'écrouler tout bonnement dans l'eau. Où sont Dick et son père? Une des cheminées tombe dans l'eau, écrasant au passage son père qui meurt sur le coup. Dick se retrouve alors au milieu de centaines de personnes qui tentent tant bien que mal de survivre, dans la panique, dans un océan glacial. Mais l'homme de 21 ans ne flanche pas. Il faut survivre. Il nage, analyse et dans la panique, il trouve un débris flottant. À ce moment-là, lui et plusieurs autres naufragés arrivent à se glisser hors de l'eau et se tiennent sur le débris flottant qu'il a trouvé. Et alors, ça n'a rien à voir avec Titanic parce que dans Titanic, on connaît Rose elle est dessus, Jack il est dans l'eau. Bref, là, ils arrivent à monter à 14. Donc vraiment, c'est pas mal. Le problème d'être à 14 sur un débris flottant, c'est qu'à un moment, le radeau de fortune se met à couler lentement sous le poids des hommes. Et pendant plusieurs heures, Dick et les autres naufragés ont les jambes émergées dans l'eau qui est à peu près 4 degrés. La mort guette les survivants dans cet embarcadère de fortune. S'endormir, c'est mourir. Mais heureusement, à l'arrivée du premier bateau, le bateau le plus proche, le Carpathia, c'est la fin du cauchemar pour beaucoup d'entre eux, mais pas pour Dick. Quand il monte sur le bateau de sauvetage, il est très vite examiné par un médecin qui découvre ses jambes, qui sont restées immergées dans une eau à moins de 4 degrés pendant plusieurs heures. Pour le médecin, la situation est claire. Pour survivre, Dick devra être amputé des 2 jambes. Sinon, il y a un risque énorme de gangrène. Mais Dick refuse. C'est hors de question de couper ses jambes puisqu'il en a besoin pour accomplir le rêve de son père, devenir joueur de tennis professionnel. Le médecin comprend et lui propose une autre solution, une solution qui pour le coup est beaucoup plus douloureuse et qui peut-être ne marchera pas. Pour relancer au mieux la circulation sanguine dans ses jambes, il va devoir marcher encore et toujours dans une douleur
immense. Et possiblement à la fin, il devra quand même être amputé si ça ne marche pas. Donc là, l'enjeu, il est assez énorme pour Dick, mais il faut le tenter. Quand il se lève, la douleur le déchire, mais il marche sur ce paquebot qui les ramène tous à la civilisation. Et pendant qu'il marche, il croise un autre homme, un rescapé lui aussi du Titanic, le joueur de tennis Carl Baer. Et Carl, il est impressionné par la force mentale de Dick, alors il décide de l'aider, de le pousser à aller plus loin, à toujours marcher, encore et encore. Et ensemble, ils arrivent à sauver les jambes de Dick. En arrivant à New York, Dick sait ce qu'il lui reste à faire. Honorer la promesse faite à son père et devenir un grand nom du tennis international. Et même pas 4 mois plus tard, Dick retrouve Carl Baer pour disputer un match haletant de tennis. Et au bout de 5-7, malheureusement, c'est fini pour Dick. Mais ce n'est pas la fin de son histoire. Parce qu'après 2 ans à gravir les échelons du tennis international, il arrive à l'US Open survolté. Il bat son compère Carl Baer en quart de finale et remporte l'Open US. C'est le début de la consécration pour Dick Williams et à partir de ce moment-là, il écrit son histoire. Il remportera 2 US Open, 5 Coupes Davis et une médaille d'or aux JO de Paris en 1924. Et alors, petite anecdote, pendant la finale de tennis des JO de Paris en 1924, il a une entorse à la jambe. Mais quand tu connais sa vie, quand tu sais qu'il a survécu au Titanic, puis à la gangrène, une entorse en finale de JO si tu veux, c'est pas de problème. C'est tellement devenu un grand joueur qu'il entra dans le Hall of Fame du tennis quelques années plus tard, avant de mourir en 1968 à 77 ans, 56 ans après avoir vaincu la mort une première fois. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Dick Williams. Je sais pas si vous la connaissiez ou pas, j'ai l'impression qu'elle était assez peu connue, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la raconter. Mais franchement, c'est fou de voir des mecs avec une résilience mentale comme ça. C'est vraiment inspirant pour le coup. Bref, on passe à la deuxième histoire. L'histoire cette fois de Wilma Rudolph. Alors on reste dans les histoires sportives complètement ouf avec l'histoire de Wilma Rudolph, vous allez voir, pas banal. Alors Wilma, c'est une américaine issue d'une famille très pauvre. Elle naît le 23 juin 1940 à Nashville et c'est la 20e d'une famille de 22 enfants. Petit point sur l'époque, on est quand même à l'aube de la Seconde Guerre mondiale à ce moment-là et il faut aussi savoir que être une famille noire aux États-Unis en ces temps, on est en pleine ségrégation, c'est vraiment pas le rêve américain. Et le début de la vie de Wilma est mouvementée. Elle est prématurée, elle est fragile et alors elle tombe tout le temps malade. Pneumonie, scarlatine et pour couronner le tout, poliomyélite qui lui fait perdre l'usage de sa jambe gauche. À 4 ans, les médecins lui annoncent qu'elle ne pourra plus jamais marcher. À partir de maintenant, la vie de Wilma elle est rythmée par ses sorties pour aller à l'hôpital, voir des médecins, faire des rééducations, etc. Elle a une attelle qui l'aide à tenir sa jambe, un petit peu comme dans Forrest Gump. En fait, elle a plus de force dans sa jambe et dans son pied gauche, donc elle doit régulièrement faire des soins, soit à l'hôpital, soit à la maison. Autant le corps médical croit très peu au fait qu'un jour elle puisse remarcher normalement et peut-être même courir, autant pour sa famille, il n'y a pas de question, elle va réussir à surmonter ça. Et dans sa famille, ils sont 20, genre elle a 19 grands frères et grandes sœurs déjà, donc franchement, l'espoir dans une famille de 22, je pense que c'est insurmontable. Well, being 9, I really never thought about it. My household was so positive. Not so much the doctors, but I mean, my mother, she always told me that one day that I'd walk without braces, and I had begun to believe it. I believed it very early. Et avec cette idée en tête que pendant 5 ans, sa famille, ses grands frères et ses grandes sœurs la massent quotidiennement et que sa mère marche près de 80 km par semaine pour aller dans l'hôpital le plus proche. Chez elle, tout le monde y croit vraiment. Tellement ils y croient qu'à 9 ans, elle peut enlever son attelle et elle peut commencer à marcher normalement. Ça, c'est fou. Et quand t'as 11 ans et qu'on t'apprend que tu peux courir pour la première fois de toute ta vie, qu'est-ce que tu fais à partir de maintenant? Tu cours et tu t'arrêtes jamais de courir. En fait, elle kiffe tellement cette nouvelle liberté de pouvoir courir que, au fur et à mesure des années, elle va vraiment commencer à kiffer le sport au point d'intégrer l'équipe de basket de son lycée. Elle court plus vite que les autres, elle saute plus haut que les autres et très vite, le terrain devient de plus en plus petit pour elle. Elle a besoin de plus et elle se fait repérer par un gars, un petit mec, on sait pas trop qui c'est à l'époque, Ed Temple. C'est l'entraîneur de l'université du Tennessee. Alors petite parenthèse sur Ed, j'ai fait genre on sait pas qui c'est machin, le gars c'est une légende. Lui il repère des pépites comme ça et il les fait aller aux étoiles. C'est aussi simple que ça. Il a fait ça plein de fois dans sa carrière. C'est vraiment le gars qui sait reconnaître le talent et le pousser au maximum. Il a une équipe de coureuses qu'il appelle les Tiger Bell. Les Tiger Bell. Et qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse une chaleur caniculaire, les meufs s'entraînent. Elles veulent tout simplement devenir les meilleurs athlètes. Et le coach, il a repéré Wilma. Il va pas encore l'intégrer au Tiger Bell, mais il va quand même proposer de l'entraîner. Et grâce à lui, Wilma remporte la médaille de bronze en équipe de 4 fois 100 mètres au JO de Melbourne en 1956. Pour rappel, elle a 16 ans, elle remporte une médaille au JO alors que quand elle avait 9 ans, elle commençait à peine à pouvoir marcher. Alors pour le coup, le coach, il voit Wilma,
Il sait très bien qu'elle a la rage de vivre, qu'elle a la rage de vaincre, qu'elle a une grande destinée devant elle. Il lui propose tout simplement d'intégrer les Tiger Bell. Tiger Bell. Et alors là, ça va aller hyper vite pour Wilma, puisque 2 ans après avoir intégré les Tiger Bell, quand elle avait 18 ans, donc 2 ans après, ça fait 20 ans, en 1960, elle arrive au JO de Rome avec un fardeau de ouf sur ses épaules. Parce que 2 mois avant les JO, elle bat tout simplement le record du monde en 200 mètres, en étant au passage la première femme à passer sous la barre des 23 secondes pour 200 mètres. C'est une dinguerie, tout simplement. You have to be mentally tough. I mean, sprinters have to be mentally tough all of the time because it's something that is not planned. You can work a lifetime and it might never happen. Et alors forcément, quand elle arrive à Rome, tout le monde ne regarde qu'elle. Et pour le coup, c'est un lourd fardeau, mais elle va pas décevoir. En demi-finale du 100 mètres, elle légalise le record du monde et le record olympique. Et en finale, elle gagne la médaille d'or en battant le record du monde. Bon, en skip, ça sera pas homologué parce qu'elle avait pas mal de vent dans le dos, nanani nanana, je sais pas quoi. Dinguerie quand même. La meuf, elle a 20 ans. Sur le 200 mètres, elle gagne la médaille d'or. Easy, c'est pas fini. Pour vraiment rentrer dans la légende, il reste une épreuve, le 4 x 100 mètres. Et là, déjà c'est la merde parce que quand on la voit arriver, on voit qu'elle a un bandage à la cheville, mauvais présage. Et c'est aussi la merde parce que pendant la course, à cause d'un mauvais passage de relais, les Américaines sont loin derrière. C'est chaud, mais elles sont intelligentes et Wilma passe la dernière. Et elle fait une remontada comme ça. Elle remonte, elle remonte, elle remonte, elle remonte, elle remonte, elle remonte. Elle comble un retard énorme avant de passer devant et de faire gagner la médaille d'or à son pays. À 20 ans, Wilma Rudolph, qui n'aurait jamais dû remarcher de sa vie, gagne 3 médailles aux Jeux Olympiques. Et elle devient à ce moment-là une légende du sprint. Pour rappel, juste pendant 10 ans de sa vie, elle pouvait pas trop marcher, elle pouvait pas courir. 10 ans plus tard, en bouleversant son destin, Wilma devient une légende pour les femmes et pour les Noirs américains à cette époque, qui je rappelle est quand même une époque de grande ségrégation. Et après cet exploit, elle va un peu mettre de côté sa carrière sportive et se consacrer à d'autres choses dans sa vie. Wilma est décédée en 1994 des suites d'une tumeur au cerveau, laissant derrière elle une trace indélébile dans le monde du sport. Cette histoire, elle traitait pas forcément de la mort à proprement parler, mais je la trouvais hyper intéressante parce qu'il y a une sorte de force de résilience et de la force de l'espoir, ou je sais pas si on dirait un Disney. Et on passe à la troisième histoire, une histoire de flamme, une histoire de vitesse. Mais avant ça, nous c'est Objectif Titan et si tu kiffes notre contenu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire, à partager la vidéo. Il faut savoir que pour le coup, nos vidéos sont pas sponsorisées pour l'instant. Donc vraiment pour le coup, le meilleur truc qui puisse nous arriver, c'est que vous preniez le temps de vous abonner, de liker. Dites-nous ce que vous voulez voir et on va essayer de construire ça ensemble. On est reparti pour l'histoire de Niki Lauda. Alors jusqu'à présent, on a parlé de grands sportifs qui ont chamboulé leur destin pour écrire leur légende, mais pour cette dernière histoire, l'incident qui va tout chambouler se passe au moment même où l'athlète est au sommet de sa carrière. Et c'est cet incident qui le fera rentrer dans la légende. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un pilote de F1, Niki Lauda. Lui, pour le coup, il est issu d'une famille assez riche qui le prédestine déjà à une carrière de banquier. Mais lui, il veut pas. Sa passion, c'est la vitesse. Sa passion, c'est la F1. Alors en 1971, il se lance dans l'aventure et il se casse la gueule. C'est pas aussi simple. Il est pas super bon et en plus il ment un peu aux écuries pour pouvoir avoir une place sur la grille de départ. Il raconte avoir des sponsors, avoir des trucs, mais en fait c'est full bluff. Lui tout ce qu'il veut, c'est aller vite. Allez vite! En vrai, il arrive comme ça. L'écurie veut pas lui donner de chance. Il se dit que s'il dit qu'il a des sponsors, l'écurie lui donnera une chance et il va montrer que c'est un pilote exceptionnel. Et dès que l'écurie découvrira qu'en fait il a pas du tout sponsor, bah ouais, mais c'est un pilote exceptionnel. On va pas le lâcher. Ça fonctionne pas comme ça parce que c'est pas un pilote exceptionnel à ce moment-là. C'est vraiment un mec pas ouf en fait. Pour le coup, il se classe rarement bien et ça commence à se voir qu'il n'a pas de sponsor et que vu son classement, il n'est pas prêt d'en avoir. Mais un jour, pendant le Grand Prix de Monaco, pendant un moment, il a la 3e place. Et il a la 3e place devant la Ferrari de Jackie X. Et du coup, l'écurie Ferrari commence à le suivre un petit peu, comme ça, il le regarde. Et la même année, il réalise comme ça 2-3 autres tours de force qui le font un petit peu connaître de plus en plus au sein de la F1, au sein des écuries. Donc, mine de rien, il commence à monter. En fait, il commence tellement à monter qu'à un moment, Ferrari vienne le voir en lui disant « Tu sais quoi, viens dans notre écurie, viens chez nous ». Siamo felici di dare di nuovo il benvenuto nella famiglia Ferrari al nostro caro amico Clay Regazzoni e di presentarvi Niki Lauda. Viene dall'Austria. Et franchement, sur le paddock, personne comprend ce choix. Ferrari, ils viennent de recruter un mec qui est pas si connu et qui est pas si fort. Personne ne comprend, personne ne voit le potentiel. Et le pire, c'est que Niki, il va faire taire tout le monde. Parce qu'en fait, il est pas si mauvais, il est même plutôt bon. Et au fur et à mesure des saisons, il va même devenir l'un des meilleurs. Et c'est comme ça qu'en 1975, après 4 ans de F1, il va même devenir
champion du monde. Champion du monde. Il ramène la coupe à la maison, le gars. Et on commence même à lui donner un petit surnom sur le paddock. On l'appelle l'ordinateur, apparemment, parce qu'il allie précision et vitesse. Voilà, comme un ordinateur. Donc il est champion du monde en 75 et en 76, la saison reprend et le gars est injouable. Ça y est, il a toutes les cartes en main. Il devient vraiment très chaud. Le gars est injouable. Il est tellement injouable qu'au milieu de la saison, c'est quasi plié en fait. Tout le monde sait que ça y est, c'est lui qui va gagner, sauf s'il se passe une dinguerie. Rien ne pourrait l'arrêter en fait. Et en 76, ça fait 16 ans qu'un pilote n'a pas remporté 2 fois d'affilée le championnat du monde, tout simplement. Là, ce qu'il est en train de faire à ce moment-là, c'est quelque chose de fou en fait. Ça fait 16 ans que personne n'a fait le doublé. Et lui, il arrive, il est en train de le faire. Alors vraiment, le gars éclate la concurrence. La couronne, clairement, elle va rester sur sa tête. Et c'est comme ça qu'on arrive au Grand Prix d'Allemagne. Ce Grand Prix d'Allemagne, il a lieu sur le circuit du Nürburgring. Pour la dernière fois. En fait, pour remettre un peu de contexte, le Nürburgring a pas mal de défaillances de sécurité et c'est assez compliqué pour les pilotes, assez dangereux même. C'est tellement dangereux que les pilotes le savent, Niki le sait, et d'ailleurs il avait même demandé à la délégation de course de ne pas courir sur ce circuit, mais sa requête a été rejetée. Il n'a pas le choix, il y va, et après seulement 1 tour et demi au début de la course, il est victime d'un terrible accident. Il perd le contrôle de sa voiture. À 290 km/h, Lauda frappe le talus, rebondit sur le circuit et part en tonneau avant de prendre feu et d'être percuté de plein fouet par 2 autres pilotes à ce moment-là. Dans sa voiture, Niki Lauda est en train de brûler vivant. Il est secouru tant bien que mal par un pilote présent à ce moment-là et il est emmené en hélicoptère au plus vite à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il est brûlé vif et ses poumons sont pleins de substances toxiques qu'il va falloir enlever. Le procédé pour retirer les substances toxiques, il est vraiment douloureux, mais c'est ce qui va permettre à Lauda de pouvoir vivre. Il sera défiguré à jamais par les flammes. Pourtant, dès qu'il est sauvé, il ne pense qu'à une chose, revenir sur le circuit pour remporter son titre. Mais il a quand même été absent pendant 42 jours. Et pendant 42 jours, c'est un autre pilote qui est devenu le mec imbattable des circuits, c'est James Hunt. Et entre-temps, il est revenu sur les points de Niki Lauda et il commence à être un prétendant sérieux pour le titre cette année-là. Et ça, Niki Lauda, il le sait, il le voit et il va vraiment pas laisser passer ça. C'est son titre, c'est sa couronne et il veut le garder. Alors il revient. 42 jours seulement après son terrible accident. Le gars est défiguré, il porte sur le visage les traces de la mort et pourtant il est là. Et jusqu'à la dernière course de la saison, il va conserver sa première place sur le podium alors même qu'il ne va plus remporter aucune course. Mais pendant la dernière course, au Japon, James Hunt le talonne. Les 2 pilotes sont au coude à coude. Ils font face à leur destinée sur le circuit de Fuji, au Japon. Mais la météo est capricieuse et des trompes de pluie s'abattent sur le circuit. Niki Lauda, après ce qu'il a vécu en Allemagne, suit son instinct et décide, malgré tout, d'abandonner après seulement 3 tours sur le circuit, sentant que c'était sûrement trop dangereux. What's wrong with the car? What's wrong with the car? Nicky! What's wrong with the car? Nothing. Car's perfect. Niente, la macchina non ha nulla. What are you doing? I'm stopping. The mechanics are asking what the problem is. But wait, Niki Lauda's getting out of the car. This is sensational. The reigning world champion Niki Lauda is out of this race. It's too dangerous. Ma la macchina? Non ha niente. Nicky, you want me to say there's a problem with the car for the media? No. Tell them the truth. À ce moment-là, il va privilégier sa vie à la victoire. Et malheureusement pour Lauda, à la fin de cette course, c'est James Hunt qui est sacré champion du monde 1976 à 1 point de Niki Lauda. Cette histoire, en vrai, je voulais la raconter parce qu'elle montre plusieurs choses. Elle montre à la fois la force mentale d'un athlète pour faire un comeback prodigieux comme il a pu le faire, et en même temps, elle montre le professionnalisme et la résilience qu'il faut pour savoir dire stop, pour privilégier parfois sa vie à la performance. Et derrière, Niki Lauda redeviendra 2 fois champion du monde. Il aura une vie bien rempli sur les circuits et en dehors des circuits avant de décéder en 2009 de déficience pulmonaire, sûrement due à son accident. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié la regarder. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager à vos meilleurs potes, c'est hyper important pour nous, on compte sur vous, on se dit à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao. Wouh!